Nabil Adel. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, enseignant-chercheur à l'ESCA et analyste économique. Bienvenue également à Ardon Fadel. Bonjour. Fondateur du think tank Societis. Messieurs, aujourd'hui, au programme, l'objectif de l'exécutif de booster le pouvoir d'achat des citoyens. Comment peut-il faire et surtout a-t-il les moyens de ses ambitions? Ce sera l'ouverture du débat. Puis on débattra d'un vieux serpent de mer, la caisse de compensation. Est-ce que 2019 sera-t-elle, selon vous, l'année de la réforme? Et enfin, un mot sur la teneur que pourrait prendre et avoir le prochain projet de loi de finances 2019. Nabil Adel, sur le pouvoir d'achat. Avant tout, est-ce qu'il est nécessaire de mettre à l'endroit, à l'envers, en tout cas bien poser la question, le domaine et peut-être la problématique du pouvoir d'achat? Oui, c'est une question qui est centrale et d'actualité. Maintenant, le vrai débat, c'est comment. Aujourd'hui, il est clair que le pouvoir d'achat des Marocains est touché, mais comment le relancer? Aujourd'hui, si on pense que l'État peut faire quelque chose pour relancer ce pouvoir d'achat, on se trompe. L'État n'a aucun moyen. Il ne doit pas s'immiscer du pouvoir d'achat des Marocains. Il suffit de savoir que nous avons une machine étatique qui est très lourde. Aujourd'hui, nous avons quelque chose comme presque 800 000 fonctionnaires. On s'approche de 1 million. Vous avez un fonctionnaire qui touche en moyenne 7 000 dirhams contre 4 000 dirhams pour son homologue dans le privé. Et toute la croissance qui est générée par l'économie marocaine, une bonne partie va à l'administration qui ne crée aucune valeur. Donc aujourd'hui, si on pense que ce gouvernement ou bien l'État a les moyens de relancer l'économie, on se trompe. Déjà, si l'État arrive à mettre de l'ordre dans ses propres troupes, on aura beaucoup... C'est d'abord l'État et l'administration qui doivent donner l'exemple en la matière. D'abord, ils doivent donner l'exemple en la matière. Donner l'exemple en la matière, c'est-à-dire revoir aussi le salaire moyen de 7 000 dirhams aussi de rémunération. Revoir la rémunération, contenir la croissance des effectifs de fonctionnaires, et puis surtout, laisser le privé travailler tranquillement. Aujourd'hui, nous avons une lourde bureaucratie qui empêche le privé de travailler tranquillement et de créer de la valeur et de la richesse. Donc c'est de la vision un peu libérale, si je peux dire, oui, de Nabil Adel, assumé d'ailleurs. Madame Fadel, est-ce que vous considérez comme Nabil Adel que l'État ne doit pas s'ingérer, entre guillemets, sur la problématique, en tout cas en matière de pouvoir d'achat, et laisser le privé s'autoréguler, grosso modo, sans vouloir être réducteur dans le propos de Nabil Adel? La question est plus complexe. Est-ce que l'État a les moyens de réguler les prix? Non. Dans une économie qui est libéralisée, où il n'y a plus de prix contrôlés, on sait qu'il y a encore quelques produits dont la farine, le sucre et le gaz qui sont... Ça c'est pour la caisse de compensation, mais sur les prix des sur produits le pouvoir d'achat, offerts sur les marchés, aucun levier pour l'État. L'État peut agir sur le salaire, la revalorisation salariale et les allocations, notamment familiales, des fonctionnaires, peut agir sur le niveau du SMIC, mais sur le niveau des salaires fournis par le privé à ses salariés, il n'a aucun moyen d'intervenir. Messieurs, le levier fiscal, imposition, est-ce que l'État aussi ne peut pas actionner un peu ce levier pour alléger un peu la pression fiscale, par exemple sur les revenus? Alors là, c'est difficile parce que l'État est endetté. L'État doit faire face à une masse salariale qui est très importante, qu'il doit donc honorer chaque mois. Et on est dans un système où on est à rechercher toujours plus d'impôts, même si on ne le dit pas, plutôt que moins d'impôts. Alors vous avez effectivement toute une partie de la population, notamment l'informel, qui échappe à l'impôt. Pour tous ceux qui sont salariés, ça commence à faire lourd. Nous sommes un des pays les plus taxés, notamment au niveau du coût du travail, que ce soit au niveau des charges salariales patronales et au niveau de l'IGR. Donc on est donc à un niveau de taxation qui est élevé, sans compter les taxes indirectes. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre en compte le contexte. C'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, malgré tout ce qu'on nous dit, nous avons une diminution du pouvoir d'achat, une cherté de la vie qui ne fait que s'accroître. L'Alliance des économistes cycliens qui a fait une petite étude là-dessus, Exactement. de 20% d'érosion des revenus depuis 2012. Exactement. 6 ans, ouais. Et sans aller chercher les chiffres du HCP ou de quelconque organisme, il suffit de regarder les prix du panier moyen, que ce soit sur les produits simples de denrées, fruits, légumes, que ce soit sur les viandes, etc., pour voir à quel point, ne serait-ce qu'au niveau des coûts d'approvisionnement auprès des services de l'eau et de l'électricité, à Casa ou ailleurs, pour voir qu'effectivement, tout cela induit une perte de pouvoir d'achat et des difficultés croissantes pour les populations marocaines. Parallèlement à ça, il y a eu quoi? Est-ce que parallèlement à cela, il y a eu stagnation des revenus? Bien sûr qu'il y a eu stagnation des revenus. S'il y a eu effectivement peut-être une cherté de la vie, est-ce que quelque part ça a été accompagné par une dynamique en matière de revenus aussi, plus ou moins alignée à l'inflation et au prix du coût de la vie? Nous avons eu une revalorisation du SMIC sur 2 étapes et nous avons eu une revalorisation des salaires sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, on atteint le plafond de verre. Il y a une atonie économique, des difficultés pour les entreprises, très peu de recrutement, donc une pression
au maintien, à la stagnation, voire à la baisse parfois des salaires. Et on voit que tout cela dans un contexte de tension sociale, de rentrée scolaire, de dépenses, de boycott, parce que le boycott, c'est aussi la manifestation, si vous voulez, d'un ras-le-bol par rapport au prix d'un certain nombre de prestations fournies. Même si cela a ciblé quelques marques, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol général. Donc pour affronter cela, les moyens mis à la disposition de l'État sont très faibles et limités. Nabil Adel, sur le levier fiscal, allègement de la pression fiscale pour essayer de redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux citoyennes et aux citoyens, aux ménages. Il faut comprendre pourquoi nous avons une des pressions fiscales les plus élevées. C'est parce que nous avons un gouvernement qui est hypertrophié. C'est ça la raison principale. Aujourd'hui, si seulement le prix que payent les Marocains était compensé par des prestations de niveau similaire, là, la question se poserait moins. Mais aujourd'hui, même de l'avis du rapport de la Cour des comptes, il dit que malgré l'amélioration substantielle du revenu de l'administration, les prestations n'ont pas suivi. Donc nous sommes dans une configuration où notre fiscalité paye une machine, mais qui ne fait pas le travail pour lequel elle est payée. Il n'y a pas de rendu. Il n'y a pas de rendu. Aujourd'hui, nous sommes sur des chiffres qui font vraiment peur. Aujourd'hui, quand on sait que le rapport du salaire du fonctionnaire par rapport est 3 fois le PIB par habitant, alors qu'en France, il est de 1,2 et en Espagne, il est de 1, nous sommes sur un élément qui bloque toute croissance. Parce que celui qui va créer la croissance, le créateur d'entreprise, l'innovateur ou bien le bon gestionnaire, il doit, en se réveillant le matin, porter sur ses épaules une lourde administration en matière d'impôts, en matière de prélèvements. En tout cas, en matière de charges. Voilà. Pour justement, il faut qu'il passe la moitié de sa journée ou bien le tiers de sa journée à payer ses impôts, l'autre tiers à faire face à une réglementation de plus en plus lourde, et le troisième tiers à créer de la valeur et des emplois. Vous imaginez que dans ces conditions, parler d'amélioration du pouvoir d'achat n'est pas concevable pour une raison très simple. C'est que ceux qui améliorent le pouvoir d'achat, on peut améliorer un pouvoir d'achat de deux manières, pour faire simple. Soit nous avons un État qui va essayer de créer du revenu à partir de rien, ce qu'on appelle les politiques de relance. Soit vous avez... Revenu à partir de rien. À partir de rien, on va lancer des programmes d'investissement public, on va financer par l'impôt, une bonne partie va aller à l'extérieur, et puis une petite partie va rester sur une distribution de revenus, et tout le monde aura l'impression qu'on a créé quelque chose, alors qu'en fait on n'a rien créé. Ou bien on va se dire, qui c'est qui crée des emplois dans une économie? Ce sont les entrepreneurs, ce sont les innovateurs, ce sont les bons gestionnaires, donc il faut qu'on les aide, et en réduisant un peu les impôts, parce que personne n'a envie de passer la moitié de sa journée à travailler pour quelqu'un d'autre. Et puis, en allégeant cette bureaucratie lourde, aujourd'hui, pour ouvrir un compte bancaire, vous avez besoin de 2 semaines. C'est fou. Aujourd'hui, vous passez plus de temps à faire des légalisations de documents dans les différentes mokatas du pays que chez votre client, chez votre fournisseur. Donc, cette machine lourde où chaque jour, un fonctionnaire se réveille et puis, excusez-moi le terme, il vous colle une nouvelle loi qui vous fait perdre un temps fou, ça ne peut pas continuer. Sinon, on est en train d'écraser la machine économique. Levier aussi. Sur l'IR. Donc vous dites, l'allègement, un petit peu réduction, ce qu'avait fait d'ailleurs Saladin Mzoua lorsqu'il était ministre. Non, c'est d'abord alléger les dépenses. Non, alléger la dépense publique. La dépense publique. Voilà. Réduire la dépense publique. Voilà, réduire la dépense publique. Ça devient aujourd'hui fondamental, réduire la dépense publique, et surtout faire attention au rendement des fonctionnaires. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'un salarié est payé à 4200 dirhams en moyenne, alors qu'un fonctionnaire à 7000 dirhams, alors que le salarié n'a pas la sécurité de l'emploi et le fonctionnaire a la sécurité de l'emploi. Le message qu'on envoie aux Marocains, c'est qu'il vaut mieux être fonctionnaire qu'innovateur. Même si l'administration recrute de moins en moins depuis quelques années. Et puis sur l'IR, c'est un mauvais signal qui est envoyé. Est-ce qu'il faut élargir l'IR? Est-ce qu'on peut envisager, très souvent on parle de l'élargissement de l'assiette fiscale, est-ce qu'aussi une des solutions à explorer, c'est l'élargissement de l'assiette aussi en matière d'IR, d'avoir plus de cotisants et de cotisations? De manière générale, doit être élargie, pas simplement sur l'IGR, mais les taux donc appliqués doivent être considérablement diminués, parce que c'est un mauvais signal qui est envoyé. C'est-à-dire que toute entreprise qui emploie de la main-d'œuvre, alors qu'on est dans une situation de chômage extrême, est pénalisée, et le salarié est pénalisé à la fois par les charges patronales et salariales et par l'IR qui est in fine payé par l'entreprise qui recrute. Donc c'est un mauvais signal qui est envoyé dans un contexte de raréfaction de l'emploi, dans un contexte de chômage élevé. Une des solutions qui a été esquissée par notre souverain,
c'est notamment ce registre social unique, c'est-à-dire cette allocation mensuelle qui peut être intéressante. Et donc, on voit bien que c'est Sa Majesté qui prend là aussi l'initiative. L'idée, c'est de verser une allocation mensuelle aux démunis qui seront recensés sur la base d'un partenariat. Entre 800 et 1000 dirhams, c'est ça un peu la fourchette? Alors, c'est pas encore défini, je ne sais pas, cette fourchette elle dépendra aussi de la masse. On parle de 9 millions de personnes, même si on nous dit que le taux de pauvreté au Maroc a baissé à 5% à peu près, et le taux de pauvreté multidimensionnelle a baissé à 8%. Permettez-moi de douter d'un peu de ces chiffres. La pauvreté est beaucoup plus importante que ne le relèvent ces chiffres qui me semblent très bas. Par contre, ce qui peut être possible, c'est effectivement d'identifier des populations sur la base d'une application, c'est ce qui est prévu électronique, qui permettrait de recenser et de verser effectivement mensuellement une somme aux plus démunis, ce qui permettrait aussi de soutenir le pouvoir d'achat, non pas de l'ensemble des Marocains, mais de ceux qui en ont le plus besoin. Et là, il y aura une forme de justice sociale. Les populations les plus défavorisées. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, l'impôt frappe tout le monde. Une réduction des impôts n'est pas que pour les grandes entreprises, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pour tout le monde, c'est pour les salariés, c'est pour ceux qui payent la taxe indirecte comme la TVA, et ça va soulager le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, sur la TVA, on ne peut rien faire, Nabil Adel sur la TVA, écoutez, à partir du moment, de 7, 14, écoutez, à partir du moment, ça c'est un débat de fiscaliste, mais à partir du moment où nous avons un État qui coûte moins cher et qui fait le travail pour lequel il est payé, vous ne pouvez qu'avoir une fiscalité qui diminue en conséquence. Aujourd'hui, tant que une bonne partie de vos revenus vont, non pas à créer des emplois et de la richesse, mais à payer des fonctionnaires qui, in fine, ne créent pas de valeur, en ne faisant pas leur travail, et parce que la dépense publique en elle-même ne crée pas de valeur, donc vous êtes sur un circuit fermé, et ça va en s'aggravant. Juste avant de revenir sur Don Fadel, vous êtes partisan de dire aujourd'hui il faut absolument réduire la dépense publique. Oui. Hein, on est à peu près à un peu plus de 50% du PIB qui est dépensé chaque année. Un peu moins. Autour de 400-450 milliards de dirhams. Mais aujourd'hui, avoir 120 milliards de dirhams de masse salariale du public, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais si je réduis la dépense publique, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de plomber un peu la croissance économique Non, mais justement, c'est ce que je disais. Si la croissance économique est poussée par la dépense publique, c'est un non-sens. Maintenant, si j'enlève cette dépense publique et que je la mets dans le circuit économique sous forme d'investissement, au lieu que ça soit sous forme de distribution de salaire aux fonctionnaires, c'est là où nous avons la dynamique de croissance. Donc, je voudrais juste donner un exemple tout simple. Avec toutes les reproches qu'on peut lui faire à Donald Trump, regardez ce qu'il a fait. Quand il est arrivé, il a réduit les impôts, il a soulagé, je pense qu'il a enlevé une centaine de réglementations qui ne servent à rien. Aujourd'hui, nous avons une croissance de 4,2 aux États-Unis, qui est un PIB de 19 trillions de dollars, et nous avons un taux de chômage de 3,2. 3,5%. Nous sommes proches du taux naturel. Quasiment du plein emploi aux États-Unis. Du plein emploi. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que ce qui crée la dynamique de croissance, ce n'est pas l'État, c'est le privé. Avec une baisse de l'IS d'ailleurs. Avec une baisse de l'IS, c'est plus surtout un allègement des procédures. Baisse de l'IS, Don Fadel. Parce qu'on a parlé de l'IR. Non, de l'IR et de l'IR aussi, mais de l'IS en premier lieu. Baisse de l'IS. Si je baisse l'IS, si Mohamed Ben Chamoun baissait par exemple l'IS, qu'avait fait aussi Saladin Mezouar lorsqu'il était ministre de l'économie de finance, est-ce que ça peut avoir un effet aussi indirect sur un peu le pouvoir d'achat, rebooster un petit peu les... Alors, ça va donner un peu plus d'air aux entreprises, mais ça n'aura pas d'effet direct sur le pouvoir d'achat, sauf si effectivement cela conduit à des recrutements massifs. Mais il faudrait que la baisse des impôts soit significative. Si elle n'est que marginale, il n'y aura aucun impact ni sur l'économie, ni sur le taux de création d'emplois. Par contre, effectivement, sur l'IR, il y a moyen d'agir. Il y a moyen d'agir aussi sur l'organisation des circuits économiques. Je m'explique, est-ce que nos circuits économiques sont fluides, optimum ? Est-ce qu'il n'y a pas de niveau d'intermédiation trop nombreux, trop lourds, qui, à chaque étape, grèvent aussi le prix du produit final entre l'État, l'administration au client et l'entreprise, les secteurs privés, c'est ça ? Entre les deux ? Oui, entre la production et la consommation finale auprès des consommateurs, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des niveaux d'intermédiation ? On peut parler des marchés de gros, on peut parler des niveaux d'intermédiation dans la production agricole, sachant qu'elle bénéficie quand même d'une défiscalisation. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des choses à faire pour rendre plus réduire un peu le circuit, les marchés, retirer les maillons, certains maillons de la chaîne. Très bien, juste, donc pour pouvoir d'achat, c'est un peu difficile, un peu compliqué, ça va être pour essayer de trouver des solutions en dehors du registre qui a été mis en place, qui va être mis en place. C'est que la réduction d'impôts peut booster la machine économique, mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut d'abord dégraisser le mammouth.
C'est ça le plus important. Donc pour vous, c'est l'administration. D'abord. Donc avec un objectif de se dire on est à 107 milliards de dirhams aujourd'hui en termes de masse salariale, avec sur l'accroissement de 2,5 milliards de dirhams. Que toute future croissance économique ne s'accompagne pas par une croissance à due concurrence de l'administration. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une croissance de l'administration. Je pense que les revenus de l'administration ont progressé de 5%, quand l'économie n'a progressé que de 3,5%. Donc non seulement toute croissance future est absorbée par la dépense publique, et même plus que la croissance régulière. Et dernier point aussi, messieurs, avant de passer au deuxième thème du jour sur la décompensation et quel avenir pour la caisse de compensation en 2019. Tout ça doit être nécessairement accompagné, me semble-t-il, d'une croissance économique dynamique. Oui, mais ça, c'est l'un des leviers. C'est l'un des leviers. Voilà. Dynamique et stable. Dynamique et stable, c'est-à-dire et inclusive, qui produit, qui crée de la richesse. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Donc la recherche aussi du modèle. Une croissance économique qui est tributaire des pluies, notamment des facteurs climatiques. De la demande externe. Effectivement, on n'a toujours pas trouvé un modèle économique pérenne, stable et suffisamment dynamique pour résorber le chômage actuel. Pour faire la transition, il pleut depuis hier, donc ça veut dire quoi? C'est salutaire. Nabila Adel, il pleut. Il y a de quoi être heureux et triste. Bon, heureux, tant mieux, parce que ça, on va avoir un peu de croissance. Mais triste, c'est qu'on continue à dépendre de la générosité du ciel sous forme de pluie l'été et le soleil, de pluie l'hiver et le soleil l'été. Le premier pour l'agriculture, le deuxième pour les touristes, mais nous ne créons rien à partir de cette dotation naturelle. Et c'est ça ce qui est malheureux. C'est qu'aujourd'hui, ce secteur privé, et c'est ça ce qui est malheureux, a plus besoin d'un capitalisme de connivence pour progresser que d'un capitalisme de création de valeur. Donc sur la caisse de compensation, Madame Fadel, ça fait très longtemps que les gouvernements successifs qui se sont succédés promettent une réforme réelle de la caisse de compensation. Donc ça a été un peu difficile, hein. Rappelez-vous en 2010-2011 où il y a eu une explosion d'ailleurs du déficit à quasiment 40 milliards de dirhams. Aujourd'hui, il se murmure que voilà, c'est sur les rails, ça pourrait se faire de manière progressive, graduelle. Il y a eu les hydrocarbures qui ont démarré, se dire voilà, il y a le butane qui pourrait suivre. À l'horizon 2020, le sucre et la farine quelque part dans l'immédiat. Alors en 2019. Depuis décembre 2015, on a un processus de libéralisation qui a bien fonctionné. Et même si on aurait pu demander plus de garde-fous au niveau de la libéralisation octroyée aux distributeurs, notamment de carburant, mais il y a effectivement une marge supplémentaire pour l'État, une marge budgétaire supplémentaire pour l'État. Et là, on est dans la deuxième phase qui est de considérer les derniers, si vous voulez, îlots de cette compensation que sont la farine, le sucre et le gaz butane qui représentent 76% aujourd'hui du budget de la compensation. Donc on est autour de 14 milliards. Le budget aujourd'hui est autour de 15 milliards de dirhams de budgétisés. Exactement. La caisse de compensation. Et la Banque mondiale nous accompagne dans ce processus, puisqu'elle finance. Décompensation d'ailleurs. Bien entendu, puisqu'il y a un certain nombre de deals et si vous voulez, le registre social unique et tout ce qui concerne l'allocation mensuelle éventuellement à verser aux plus démunis est financé par la Banque mondiale à hauteur de 1 milliard. Cofinancé. Donc là, nous avons, si vous voulez, une prochaine étape qui devra intervenir en 2019. Donc c'est lié en fait la question du pouvoir d'achat qu'on a abordé en premier. Bien entendu, c'est qu'on ne peut pas décompenser sans apporter, si vous voulez, un bol d'air aux plus démunis. Ça veut dire que 2019 sera l'année de la réforme de la caisse de compensation pour les produits subventionnés restants. Très certainement. Pour vous. Très certainement. Nabila Adel, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Oui, je partage, mais il faut revenir un pas en arrière. Alors aujourd'hui, pourquoi faire cette décompensation et de l'avis de la Banque mondiale et du FMI, c'est que l'économie a besoin d'un système de prix pour envoyer des signaux. Le prix ne sert pas qu'à tarifer une marchandise, mais c'est d'abord un signal, c'est un système d'information et qui permet à l'économie de fonctionner de manière harmonieuse. Quand vous bloquez le prix d'un côté, vous bloquez toute la machine économique en amont et en aval. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut avoir des organes de gouvernance qui fonctionnent, notamment le Conseil de la concurrence. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'avec la libéralisation la décompensation de la farine des 3 derniers produits, vous risquez d'avoir une flambée des prix s'il n'y a pas de garde-fous qui empêchent les ententes, qui empêchent les pratiques anticoncurrentielles et ainsi de suite. Donc, ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez perdre de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous parlons de 15 milliards de dirhams d'économie. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, encore une fois, si on va utiliser cette manne pour aller financer une machine administrative qui, in fine, va commencer à coûter cher aux Marocains, ça ne sert à rien. Autant laisser cet argent
dans le pouvoir d'achat pour les Marocains. Maintenant, ces 15 milliards de dirhams, et c'est là la réponse à laquelle nous attendons de la part du gouvernement, qu'est-ce qui est prévu d'en faire? Mais est-ce que pour vous, vous partagez le sentiment de Radam Fadel, c'est 2019 soit effectivement le rendez-vous, l'année de la réforme de la caisse de compensation? Il faut attendre les débats sur la loi de finances pour savoir que veut faire le gouvernement, quel signal il veut envoyer. Mais encore une fois, que ça ait lieu cette année ou l'année suivante, on risque d'avoir dans 2-3 ans un mouvement de boycott qui peut dégénérer si on ne met pas dès maintenant les garde-fous pour lutter contre ce contre quoi les gens sont sortis en faisant ce boycott. Donc aujourd'hui, la première étape, c'est d'activer les mécanismes de contrôle de la concurrence, de la protection du consommateur, des mécanismes de transparence sur le marché avant d'entreprendre cette libéralisation. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un transfert de la subvention de ceux qui en ont besoin aujourd'hui à ceux qui n'en ont pas besoin, que ça va aller soit dans la poche des spéculateurs, soit sous forme d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires. Et dans les deux cas, on aura fait deux mauvaises affaires. Mais l'idée qui est sous-jacente dans le processus de mise en place du registre social unique, c'est de transférer les moyens de la caisse de compensation actuelle autour de 14-15 milliards de dirhams qui profitent à l'ensemble des Marocains démunis ou pas, et de les transférer, si vous voulez, dans une espèce de caisse qui servirait à répondre au registre social unique, c'est-à-dire au versement de l'allocation mensuelle. Avec des conditions aussi, parce extrêmement technologie strictes. Apparemment utilisée indienne et qui et là, on aurait quelque part une espèce de justice sociale, à savoir que, puisqu'il s'agissait, à travers la caisse de compensation, d'aider en somme les plus démunis, même si ce n'était pas le cas dans les faits, l'idée de transférer dans cette nouvelle caisse, qui prendra le nom qu'elle veut, effectivement, c'est une mesure, c'est un geste de justice sociale qui apparaît beaucoup plus équilibré et beaucoup plus pertinent. Et qui peut être beaucoup plus fonctionnel que, rappelez-vous aussi, messieurs les économistes, de ce fonds social de solidarité qui avait été mis en place sous le gouvernement d'Abdelila Benkiran avec une fiscalité qui avait été revue un peu à la hausse sur les hauts revenus, vous vous rappelez, qui avait été indexée. Oui, on a vu aujourd'hui que ce fonds a eu du mal à démarrer et à durer. Donc voilà, est-ce que ça, c'est avec ce registre social unique, voilà, ça va être la solution à la fois du transfert et puis à la fois aussi réparer l'injustice sociale et faire de la solidarité nationale. Tout dépend comment il est mis en place. Tout dépend du système de gouvernance autour. Quand on sait le niveau de corruption qu'il y a dans notre administration, on sait que souvent ça va être des passe-droits, ça va être des gens qui n'auront pas de droit. Quand tout est informatisé, est-ce que c'est pas... J'espère. Apparemment cette technologie indienne... J'espère. On ne préjuge pas, j'espère que ça va être bien géré à ce niveau-là. Mais encore une fois, le plus important, c'est que les organes constitutionnels qui sont chargés soient opérationnels, parce que sinon vous allez avoir immédiatement une flambée des prix. Et ce que vous allez donner d'humain, l'inflation va le prendre d'une autre. Il va l'aspirer. Les systèmes électroniques informatiques fonctionnent bien. Simplement, c'est l'incrémentation, c'est au niveau du travail humain, la saisie des noms, des prénoms. Ces personnes sont-elles en vie? Sont-elles vraiment bénéficiaires ou ont-elles un droit à bénéficier de cette allocation ou pas? C'est à ce niveau-là, au niveau de la saisie, au niveau du travail manuel, du travail humain, qu'effectivement il faut être vigilant. Pour le reste, c'est des systèmes qui fonctionnent bien. En tout cas, tous les deux, vous êtes formels, j'ai envie de dire, là-dessus. 2019 sera l'année aussi de l'amorce d'une réforme de la caisse de compensation. Il faut attendre les débats sur la loi de finances. Il faut attendre vraiment les débats sur la loi de finances. Et moi, j'espère qu'on ne pourra entamer ce chantier qu'une fois qu'on aura réglé le chantier des organes constitutionnels, le Conseil de la concurrence et la protection du consommateur. Il semble que ce registre social unique et cette masse d'argent qui sera allouée à travers des allocations mensuelles, ça va être un budget autour de 18-20 milliards. Donc ces 18-20 milliards, on ne les a pas. Donc il faut forcément aller les chercher ailleurs. Donc pour aller les chercher ailleurs, c'est notamment la caisse de compensation. Donc plus vite on la mettra donc à nu, et plus vite on pourra mettre en place le registre social unique. Oui, parce que du coup, d'un côté on a 15 en termes d'économie, et puis de l'autre côté il y a 18 milliards en termes de coûts. Troisième thématique très rapide, messieurs, sur Mohamed Benchaboun, nouveau ministre de l'économie et des finances. Justement, vous parliez, il faut attendre ce projet de loi de finances pour y voir beaucoup plus clair sur les intentions de l'État et de l'exécutif. Mohamed Benchaboun, marge de manœuvre, un petit peu, voilà, se dire, voilà, il y a à la fois, son prédécesseur avait fait une espèce de fixation, c'est ce qu'on lui reproche en tout cas, obsessionnelle sur le cadre macroéconomique, quel que soit le prix à payer, quitte à ne pas mettre en place les outils pour une relance économique. Est-ce que Mohamed Benchaboun, selon vous, je sais que vous n'êtes pas devin, Nabil Adel, vous êtes enseignant-chercheur à l'ESCA, mais voilà, est-ce que là-dessus, voilà, on va pouvoir aussi tester, voilà, c'est-à-dire, voilà, Mohamed Benchaboun, quelle route va-t-il prendre?
Non, en tout cas, que ce soit Ben Chaboun ou Boussaïd, c'est pas eux qui décident. C'est le FMI, la Banque mondiale qui décide à partir de ce moment-là. Les choses sont jouées. Aujourd'hui, quand Boussaïd défend des équilibres macroéconomiques au détriment de la croissance. C'est ce qu'on lui reproche en tout cas. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux parce qu'aujourd'hui, la dépense publique a toujours été élevée au Maroc. Il y a une bonne partie des... Je veux savoir, il n'y a aucun gouvernement dans ce pays qui a été en capacité de réduire la dépense publique. Non. Elle est toujours en croissance. Voilà, elle est toujours en croissance. Et ça, c'est un signal. C'est quand on dit qu'il n'a pas fait attention à la croissance. Non, il a fait attention à la croissance peut-être à sa manière. Mais il a fait attention à la croissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à Ben Chaboun? C'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que l'État ne peut pas relancer l'économie. C'est une vue de l'esprit. On a essayé les plans sectoriels. On a essayé les infrastructures. Et puis à chaque fois, il y a les programmes, il y a les rapports de Banque Mal qui disent que les plans sectoriels ne fonctionnent pas. On a vu... Il faut les réévaluer, en tout cas, les réajuster. Il faut les réévaluer. Ouais. Et même si on les réévalue, c'est consubstantiel au fonctionnement de l'État. L'État ne peut pas gérer l'économie parce qu'il n'a pas la contrainte de la concurrence et il n'a pas du profit. Deuxièmement, vous avez une situation, par exemple, dans le dernier rapport de la Cour des comptes, on nous dit, c'est un chiffre qui est quand même catastrophique. On dit sur 150 milliards qui étaient prévus pour le tourisme, je pense qu'il y a à peine 1 milliard qui a été débloqué, ou enfin à peu près 1%. Pourquoi? Parce qu'on a confié à l'État ce travail. Aujourd'hui, la seule chose que peut faire Ben Chaboun d'intelligent, c'est de réduire la présence de l'État dans toutes les sphères de l'économie, se concentrer sur son budget qui le rééquilibre. C'est-à-dire jouer la libéralisation, jouer la carte de la privatisation. Non, en fait, parce que ce sont des termes qui font peur. Oui. Il faut laisser, vous avez deux personnes, vous avez un entrepreneur et un consommateur, et un actionnaire. Laissez ces gens-là tranquilles. L'entrepreneur et le laissez ces gens-là tranquilles. Arranger leurs petites affaires, même s'il y a des débordements, même s'il y a des débordements, même si... Non, mais justement, alors quand on parle de débordement, c'est quoi ce débordement? Ouais. Est-ce que c'est l'État qui est le mieux placé pour corriger ces débordements? On a vu que plus l'État intervient, plus ça nous coûte de l'argent, et ça ne se traduit pas par une croissance de l'économie. Non, mais Pardon, Fadel, qui n'est pas Mohamed Ben Chaboun, mais qui va se mettre dans la peau de Mohamed Ben Chaboun. Oui, on va essayer, mais on ne sait pas ce qu'il va faire, mais ses marges de manœuvre sont limitées. Donc peut-être qu'il va avoir une vision différente. Il faudrait qu'il s'exprime sur les décisions qu'il compte prendre. Est-ce qu'il va devoir trancher, ou ça serait bien qu'il tranche sur à la fois être concentré sur le cadre macroéconomique et sa stabilité, et se dire voilà, attention aux dérapages budgétaires, attention et au panier de devises, parce que là il y a aussi c'est un indicateur extrêmement important. Ou vous pensez qu'il faut aussi que vous attendez le cadre macroéconomique pour la relance? Le cadre macroéconomique, il est important parce qu'il faut donner de la confiance aux investisseurs, et on est en interaction avec un monde qui nous entoure, qui est de plus en plus regardant. Il y a la Banque mondiale qui nous finance, il y a un certain nombre de prêteurs dont nous sommes endettés, donc le cadre macroéconomique est important, mais il n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, en se focalisant sur le cadre macroéconomique, on en oublie le cadre microéconomique. C'est-à-dire ces milliers de sociétés, on est à 7000 sociétés qui chaque année sont défaillantes depuis plusieurs années. On a un taux de chômage aujourd'hui dont on nous dit qu'il est à peu près à 10%, mais on sait très bien qu'il est plus autour de 20%. Donc on a très peu de création d'entreprises. Donc le cadre macroéconomique, si on reste concentré dessus, eh ben on va droit dans le mur. Par contre, ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'État, Ben Chaboun soit beaucoup plus concentré et porte un regard plus accentué sur le cadre micro. Bien entendu, c'est ce qu'espèrent tous les entrepreneurs et tous ceux qui vivent au quotidien dans le monde des affaires. Par contre, l'État, sa présence doit être revue, corrigée et pensée différemment. L'État régulateur, l'État qui effectivement permet le jeu de la concurrence, c'est-à-dire qui ne se désengage pas, mais qui va pour fluidifier les marchés, éviter les monopoles, les oligopoles, les ententes, des choses comme ça. Les freins à la bureaucratie, l'État qui effectivement aussi dématérialise, qui réduit les niveaux administratifs. Ça aussi, peut-être aussi changer la vision d'un certain nombre d'organes administratifs, comme sont les communes, les préfectures, les wilayas, comment elles peuvent aussi jouer un rôle économique beaucoup plus important et moins dans le contrôle et moins dans effectivement. Donc tout ça, c'est des leviers qui sont importants, mais ça prend du temps et pour l'instant, effectivement, on n'en est pas encore là. Donc Mohamed Ben Chaboun, pour vous en deux mots? Non, pour moi, en deux mots, il faut qu'il s'occupe de ses finances, qu'il les gère bien. Il faut qu'il réduise la bureaucratie pour le monde des entreprises et la croissance viendra. La croissance, ce n'est pas l'affaire de l'État. La croissance, c'est l'affaire du privé. L'État, comme a dit Erdogan, doit veiller à ce que la concurrence se passe dans un cadre normal, à ce qu'il y ait de la transparence, à ce que les règles du jeu soient claires et appliquées par tous. Mais l'économie, la croissance, ce n'est pas son problème. Et on a vu à chaque fois que l'État se mêle d'économie, les résultats sont faibles, voire même négatifs. Aujourd'hui, s'ils arrivent à équilibrer son budget et à tenir les comptes et qu'ils alourdissent la machine administrative, je pense que la croissance viendra. Adam Fada, juste en guise de conclusion.
Oui, je pense qu'effectivement, on a du pain sur la planche. L'urgence, c'est les tensions sociales. Et on voit bien qu'avant de parler relance économique, etc., il s'agit d'essayer de maintenir une paix sociale. Et ça aussi, ça demande aussi un financement. Ça demande un financement, ça demande une participation. Peut-être aussi par l'impôt qu'on présente comme un financement de solidarité nationale. C'est universel, ça. Oui, mais quand il va au paiement des fonctionnaires grassement, il n'est plus dans la solidarité. Vous n'allez pas vous faire des amis, Nabil Adel, là, aujourd'hui, avec au niveau des fonctionnaires. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes qui le dit. Moi, j'ai fait que lire le rapport de la Cour des comptes. Mais vous le pensez aussi, non? Vous le pensez bien sûr, il a raison. Bien sûr, ce rapport a raison. Merci, en tout cas. Merci à vous, merci. Messieurs, merci Nabil Adel, merci Ramadan Fadel, et je vous souhaite, messieurs les économistes, une belle journée sous la pluie. Merci.